Hey, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mind My Business, ce podcast qui parle de start-up et d'entrepreneurs. Aujourd'hui, épisode un peu plus centré sur moi. Je vais vous embarquer dans une aventure qui a été pour moi incroyable, une aventure que j'ai vécue moi-même, qui m'a appris bien plus que ce quoi je m'attendais au tout début. C'est l'histoire de MyGreen. C'est ma première start-up que j'ai lancée il y a bientôt 5 ans, quand j'avais 19 ans, qui m'a poussé à prendre des risques, à sortir de ma zone de confort, ça c'est sûr, de me challenger, de challenger les idées reçues, de ouais, me jeter dans l'entrepreneuriat sans rien y connaître. Si vous êtes sur ce podcast, c'est que soit vous êtes déjà demandé ce que ça fait de lancer un projet, peut-être ce que ça fait de lancer un projet jeune, peut-être ce que ça fait de lancer un projet en étant étudiant, et sans vraiment savoir où est-ce que ça nous mène. Ou si vous êtes déjà entrepreneur, vous êtes curieux de connaître une autre histoire, une histoire qui est dans le milieu de la food, dans le milieu de la food tech, de la livraison de repas, une histoire B2C, une histoire B2B, des clients particuliers et des clients d'entreprise. Donc l'objectif de cet épisode, c'est raconter vraiment de A à Z tout mon état émotionnel, toute cette aventure qui a duré quasiment 4 ans, qui a été arrêtée l'année dernière, début 2024, donc il y a un peu plus qu'un an. Une équipe créée, 7 personnes à un moment dans l'équipe, des centaines de commandes livrées chaque semaine, plusieurs financements reçus, une chouette expérience avec ses hauts et ses bas. Donc je vais vous raconter tout ça sans filtre dans ce nouvel épisode de Mind My Business. Générique. Ok, c'est parti, on est lancé dans cet épisode On My Own, qui est un peu spécial, parce que d'habitude dans On My Own, je parle d'une thématique, d'un concept, d'un livre, d'une idée que j'aime bien et que j'ai envie de partager. Là, je me suis dit, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est ce qui marche fort, c'est quand je raconte cette histoire de MyGreen, cette histoire de première startup, cette histoire où je me lance dans un truc sans rien y connaître, et je me suis dit, bah, c'est vrai qu'après, je sais même plus on est à combien de épisode, 16, 17e je pense, c'est vrai que j'ai jamais vraiment parlé de ma propre histoire entrepreneuriale, entre guillemets. Je l'ai jamais fait car je juge que mes invités ont beaucoup plus d'expérience que moi, et c'est le cas. Je choisis mes invités parce qu'ils m'inspirent personnellement, parce que je trouve que leur histoire est fascinante, moi-même c'est un plaisir d'aller discuter avec ces gens-là. Mais donc j'ai jamais pris le temps de parler de ma propre expérience. Donc là je me suis dit on va prendre 60 minutes, je me suis fait un petit café. On va, je vais vous ramener aux prémices de MyGreen, mais d'abord une petite présentation de MyGreen, de ce que c'était. MyGreen, à la fin en tout cas, c'était un système de livraison de repas pour les entreprises dans des packagings réutilisables. Donc, en gros, des entreprises pouvaient commander leur repas sur mygreen.be. Tous les employés pouvaient choisir les repas qu'ils voulaient et se faire livrer le midi à l'entreprise dans des packagings réutilisables. Et donc, dans chaque entreprise, il y avait une petite box où, une fois qu'ils avaient mangé, ils pouvaient remettre leur Tupperware, entre guillemets, leur packaging en plastique, et manger leur repas dedans. MyGreen avait pour vocation de faire uniquement des repas sains. Et donc il y avait toutes les informations nutritionnelles, tout le tracking. Les plats étaient de saison, avec des légumes de saison. Tout était produit par nous-mêmes. Donc on avait des cuisines avec des équipes qui tournaient dedans pour produire les repas. Euh, et également un service traiteur pour les événements. On livrait des centaines de repas pour un événement. Encore une fois, dans toutes ces box réutilisables. Donc on a économisé des milliers de packaging qui n'ont pas été jetés, qui ont été réutilisés. Et même maintenant, même les packagings ont été revendus. Donc voilà, vraiment de A à Z, l'aspect zéro déchet a bien été respecté. Ça, c'est le pitch après quelques années. Donc le pitch quand on présente son projet à quelqu'un. Au début, évidemment, ça n'avait rien à voir. Euh, Beaucoup de pivots dans cette histoire. Et c'est un truc que j'aime bien appuyer sur ça, sur LinkedIn ou dans ce podcast. C'est qu'il faut simplement, c'est cliché, toujours la vie, le conseil des entrepreneurs, c'est il faut se lancer.
Et il est pas aussi répandu pour rien. Il est répandu parce que dans tous les cas, il faut commencer quelque part. Et moi, je suis vraiment partisan à dire que commencer avec n'importe quoi, un truc qui paraît nul, on a honte d'en parler, mais c'est le meilleur truc car ça nous met dedans. Et c'est justement en commençant une startup de luminaires 3D qu'on arrive à des idées de lancer des événements, par exemple. Des trucs qui n'ont rien à voir. En général, on reste quand même un peu plus proche, mais c'est en commençant qu'on arrive quelque part. Et je crois vraiment fort à ça. Donc voilà, revenons un peu dans le passé. Juste avant, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai lancé un SaaS, donc c'est un service qu'on facture mensuellement à des clients, SaaS Software as a Service, qui s'appelle VoxNow. C'est un service qui transcrit, automatise et optimise la messagerie vocale. Donc en gros, tous les business qui ratent leurs appels pendant la journée, au lieu de devoir aller écouter leurs messages, tout est directement transcrit, tout est directement automatisé, tout est directement booké, par exemple des meetings dans leur calendrier, etc. Ça, c'est ce que je fais maintenant, en plus de faire des projets pour des entreprises au niveau d'automatisation de process. Donc toutes les tâches chronophages sont optimisables, d'implémentation d'IA dans leur process et le podcast. C'est un peu ma vie d'entrepreneur slash founder slash freelancer slash podcaster slash buveur de café actuellement. Mais en tout cas, tout ça a été possible grâce à mon expérience avec MyGreen. Tout ça a été possible de cheminement mental, les différentes expériences, les différents échecs, les gens que j'ai rencontrés avec MyGreen. Donc MyGreen, ça restera à jamais ma première histoire d'amour qui a dû finir à un moment, quoi. Donc là, je vais prendre le temps de la raconter. Tout est bien lancé, vérifions. Tout enregistre, c'est parfait. Alors MyGreen, ça revient quand j'avais 18 ans. Non, ça revient même encore plus tôt, si on veut vraiment revenir plus loin. Déjà, j'ai un peu un passif où j'aime bien lancer des choses. Donc, j'ai fait un post LinkedIn récemment. Sacha Delcourt, si vous voulez me suivre sur LinkedIn. Où je racontais quand j'avais 12 ans, j'avais pris tous mes jouets télécommandés, donc des voitures, des bateaux, non pas un bateau, un hélicoptère, il y avait un avion, plein de petits bazars comme ça, j'adorais ça, donc à chaque Noël, chaque anniversaire, je demandais ça. Et euh, j'avais tous ces jouets, je suis allé dans mon quartier, donc j'ai grandi en Tunisie, je suis allé dans mon quartier, j'ai mis une petite table, un petit stand, et j'ai écrit, je sais plus combien, 1 dinar, donc 30 centimes les 15 minutes pour jouer. Et donc les enfants du quartier pouvaient venir jouer avec mes jouets. Je viens un premier jour, c'est très bien, ça se passe bien. Ok, je fais quelques heures, je suis content. Évidemment, j'en parle pas à mes parents parce que je sais pas, j'avais peur qu'ils me, ils me déconseillent de le faire, probablement. Voilà, je fais ça, c'est très bien. Ok. Je reviens le deuxième jour. Le deuxième jour, je m'installe, je mets mes jouets. Je crois que je loue à 1 ou 2 enfants. Et puis, il y a un groupe de monsieur, un groupe d'hommes qui viennent. Et ils commencent un peu à venir et me demander ce que je fais, etc. Bon, j'explique. Mais ils sont un peu menaçants. Et puis, il y en a un qui commence à m'attraper un peu, mais en me massant, comme si. Et puis, il m'attrape comme ça, et puis ils mettent tous mes jouets dans un sac. Et pendant qu'il y en a un qui me tient, je demande d'arrêter, mais ils sont bien plus forts que moi. J'ai 12 ans, ils en ont la vingtaine probablement. Ils mettent tous mes jouets devant moi dans un sac. Ils prennent même les quelques centimes que j'avais gagnés. Ils mettent tout dans un sac, et puis ils partent. Donc je leur cours après, et puis bah, je sais pas, ils me poussent, et ils partent en courant avec mes jouets. Du coup, je suis là sur mon stand, il y a tout le monde qui me regarde, il y a 40 personnes dans... Mais personne n'a rien fait, ça m'a toujours énervé, c'est vrai que personne n'est venu m'aider. Tout le monde a regardé, me laisser me faire voler mes jouets. Et donc je suis là, je vois tout le monde autour de moi qui me regarde. Je vois ma table qui est vide, ils ont laissé la table quand même. Et je me dis, ok, bon, là je viens de perdre tous mes jouets. Je me rappelle d'avoir pleuré, pas devant les gens, un peu plus tard, quand je suis rentré chez moi. Je suis resté dans ma chambre, bien pleuré. Bref, c'était ma première histoire entrepreneuriale. Mais bon, voilà, par la suite, j'ai toujours continué à lancer certaines choses. J'ai lancé plein de petits projets, que ce soit organiser des événements, plein de petits trucs. J'ai me fait un petit business de liquide de vape quand j'avais 15 ans, plein de petits trucs comme ça.
Mais donc voilà, j'ai toujours bien aimé. Ce qui m'amène à quand j'avais 16-17 ans, où je commence vraiment à faire de la salle, de la musculation et à manger sainement. Là, j'allais souvent dans un endroit, un bar à salade, où je prenais toujours mes repas. Même, il me faisait des blagues, il me disait, mais tu devrais prendre un abonnement. Parce que j'allais vraiment 5 à 10 fois par semaine. Je prenais tous mes plats là-bas, et voilà, ça m'amusait bien. Mais ça m'embêtait à chaque fois de devoir aller au bar à salade, parce que je mangeais pas là-bas, je ramenais juste les plats à la maison. Il n'y avait pas encore de livraison à l'époque, je parle en 2016-2017. Bref, j'arrive à 18 ans, à Louvain-la-Neuve, en Belgique, pour commencer mes études à l'université de Louvain. Là, je suis toujours dans le même mood, toujours aller à la salle, toujours à bien manger. Bon, là, je commence à être bien occupé dans ma vie avec les clubs, les sorties, les clubs étudiants, je veux dire, les sorties, les études. Le quotidien est bien rempli, mais aller à la salle, ça reste quand même important pour moi, et bien manger également restait important. Donc la solution que j'avais trouvée, c'était en fin de semaine, donc le dimanche, je prenais 3-4 heures, je faisais ce qu'on appelle du batch cooking. Je cuisinais 1 kg de riz, 1 kg de poulet, 3 kilos de tomates, etc. Et je mangeais ça comme un sauvage tous les jours. Tous les jours la même chose, matin, midi, soir. J'en avais rien à faire du moment que ça me faisait gagner du temps. Et a priori, il y avait les choses qui étaient bonnes pour la progression musculaire, donc les protéines, les bons glucides et les légumes, etc., les bons lipides. Enfin, tout était bien. Après, c'était juste un peu tout le temps la même chose, qui n'était pas optimal non plus, mais ça allait a priori. Et voilà, je vis ça comme ça pendant 1, 2, 3 mois. On est en 2019 à ce moment-là. Ça se passe bien, je fais mon truc. Voilà, une semaine, le dimanche, je cuis 1 kg de riz. La semaine d'après, je cuis 1 kg de quinoa. La semaine d'après, voilà. J'essaie de changer un peu, mais d'une semaine à l'autre, pas d'un jour à l'autre. Donc voilà, ça se passe bien. Puis j'ai un ami qui me dit: ah bah ok mec, c'est trop cool ce que tu fais et tout, mais moi j'habite pas le week-end, je reste pas à mon appartement, je rentre et du coup je peux pas le faire, etc. Moi je lui dis: moi honnêtement, mettre 1 kg de riz ou 2 kg de riz, moi ça me change pas trop ma vie, je te le fais si tu veux. Voilà, je lui fais tranquille, je lui donne ses tupperwares. Puis voilà, un deuxième ami, pareil. Donc là, de fil en aiguille, je commence à me dire: bon, ok, ça commence à me coûter cher en riz. Bon, les gars, donnez-moi 5 euros pour le riz, quoi. Je dis: ok, c'est très bien. Donc je commence à continuer à faire du riz, du poulet. Donc là, je commence à avoir un espèce de petit truc. Donc en tant que, 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 que personne qui aime bien lancer des choses et créer des choses, je commence à me dire: ok, bon, vas-y, on va faire un petit truc. Sans savoir que c'est de la start-up, que c'est de l'entrepreneuriat, juste me dis: ok, il y a un petit truc à faire, probablement. Me dis: ok, cool. Là, je commence à regarder un peu, à m'intéresser un peu à ce que c'est le mot entrepreneuriat, ce que c'est lancer des projets, lancer des startups. Mais honnêtement, j'ai aucune idée de ce que c'est. J'en ai aucune idée. Je commence à regarder des trucs sur Internet, les trucs que tout le monde regarde, les trucs Oussama Hamar, les trucs comme ça. Euh, bon, ok, ça paraît cool, mais c'est vraiment en surface. On est vraiment dans les clichés de l'entrepreneuriat. Startup, c'est avoir sa Lambo. Je suis vraiment encore très en surface. J'ai cette vague idée de projet, ça me paraît cool, ok. Février ou mars 2020, Covid arrive. Je me dis: ok, bon, bah cette petite idée de projet, bon, c'est pas grave, je ferai ça un peu plus tard. C'est Covid, je vais me concentrer sur mes cours. Puis, après fin 2020, c'est là où je me dis: ok, j'ai envie de faire ce truc bien. Là, j'ai consommé du contenu entrepreneurial ces derniers mois. J'ai lu un peu les livres clichés de l'entrepreneuriat, les trucs, mais qui sont pas vraiment entrepreneuriaux, mais les trucs père riche, père pauvre, les trucs comme ça. Les premiers livres que j'ai trouvés sur Internet quand j'ai écrit je veux lancer un business, quoi, qui sont pas les meilleurs livres pour lancer sa startup, qu'on soit clair. Par ailleurs, le meilleur livre pour moi pour lancer sa startup, c'est Lean Startup de Eric Ries. C'est l'épisode précédent de On My Own sur ce podcast. Donc voilà, je me dis: ok, lancer un business, il faut un site, ok, il faut lancer un truc, ok, j'ai 19 ans encore. Enfin, je viens d'avoir 19 ans. Ok, là j'ai fait ma première grosse erreur, j'ai pris une décision un peu radicale. Je me suis dit: ok, il faut un site web, il faut un truc de malade, moi je vais faire les choses bien, direct, on va faire un truc de ouf. Je me dis: j'en parle à personne, je garde ce projet rien que pour moi, et on verra quand ça va exploser, tout le monde sera au courant. Mauvaise approche parce que j'ai aucune idée, donc même les deux potes à qui je faisais des tupperwares de riz pour eux, je leur ai même pas dit.
J'étais vraiment dans ma tête, ok, est-ce que voilà, ça t'intéresserait ça, ou comment tu fais tes courses, que tu manges où d'habitude, ça t'intéresse de manger ça, les informations nutritionnelles, ça t'intéresse? Non, tout ça, oui, l'hypothèse est validée, c'est sûr qu'ils veulent. Je vais en Tunisie, là-bas je me dis, ok, c'est l'occasion, je vais pouvoir travailler avec des développeurs pour moins cher et me faire mon site web. Donc directement dans ma tête, des trucs de fou. Le concept de MVP, donc Minimum Viable Product, pour tester ton idée. Alors là, à la trappe, je ne le connaissais pas encore du tout, j'ai fait tout l'inverse. Je vais voir des développeurs, je leur dis ok, moi je veux ça, moi je veux pas des templates, je veux un truc de fou avec du drag and drop, je veux dès qu'on met le poulet là, ça actualise le prix, ça met les informations nutritionnelles, pof, plein de points de click and collect partout en Belgique, euh, livraison, truc de malade, je vais trop loin dans ma tête. Ok, je parle avec les devs, évidemment, c'est possible. Ok, ça fera, bon, je vais pas le dire, mais ça fera X prix, ce qui est quasiment bon, voilà, des milliers d'euros, quoi. Ouais, ok, j'ouvre mon compte d'épargne de l'argent que ma famille m'a donné depuis que je suis tout petit. Je me dis, ok, c'est tout ce que j'ai. Allez, c'est pas grave, rien à faire. Ok, donc là, je confirme avec les devs que je veux faire ce projet-là. Bon, j'avoue que quand il faut faire le premier paiement, je me dis, ok, là, je m'embarque quand même dans un gros truc de fou. Je commence vraiment à stresser, mais je me dis, ok, vas-y, c'est pas grave, on va se lancer là-dedans. S'ensuit de 3 à 4 mois de tous les samedis soirs, je me rappellerai toujours, à 22 heures parce que c'est des pères de famille et les devs avec qui je travaillais. Du coup, il y avait que le samedi soir à 22 heures. Ça m'a tué ma vie sociale, mais j'étais en mode grind, je veux finir ce projet. 22 heures, tous les samedis, on discute avec les devs. Super stressant. Je me rappelle toujours être super stressé avant les calls avec eux. Parce que, déjà, honnêtement, c'était pas les gens les plus pros avec qui travailler. Donc, ça a pris beaucoup de temps par rapport à ce qui avait été estimé au début. Le résultat final était propre, il n'y a aucun problème. Et pour ce que j'avais payé, honnêtement, ça valait vraiment le coup. Je pense qu'en Belgique, ça aurait valu 10 fois plus facilement. Et c'était très sympa et ça reste toujours de très bons amis. Mais c'était très stressant. Le process était très lent. Euh, donc voilà, grosse période de stress où je suis tout seul, j'en parle à personne. C'était un gros problème aussi le fait que j'en parle à personne. J'étais tout seul parfois la nuit en train de me dire putain mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Pourquoi je suis en train de lancer une start-up à 19 ans alors que j'ai aucune idée de ce que c'est? Si j'en parle à n'importe qui, je sais qu'ils vont me dire mec c'est bizarre. Donc je suis un peu dans un monde où voilà, c'est un peu difficile. Je m'enferme dans une bulle où je regarde des vidéos YouTube de gens qui font comme ça. Je me dis ok je suis pas fou, il y a d'autres gens qui le font. Mais c'est mon seul point de repère. Donc je passe des mois comme ça, super stressant. On arrive jusqu'en septembre 2021, euh, où là, le site n'est pas encore fini. C'est vraiment un truc de fou, ça a pris 6 mois. Le pire truc à faire pour une startup, je le répète. Là, le site n'est pas fini, mais je me dis, ok, moi j'en peux plus, j'ai envie de lancer. J'arrive en troisième année d'université, j'ai encore 19 ans. Non, ouais, je viens d'avoir 20 ans. Ok, là, il est temps de passer à l'action. Je me dis, ok, le truc j'aurais dû faire peut-être un an avant. Et je me dis, je vais. Donc là, j'ai un peu plus de connaissances en entrepreneuriat. J'ai lu un petit livre sur le Lean Startup. Je commence à être un peu plus chaud en parallèle, tu vois. J'essaie un peu d'apprendre le truc. Là, je me dis, ok, on va faire un Google Form où les gens ils peuvent commander ce qu'ils veulent dans le repas, donc du poulet, de la salade, de l'avocat, et il y a les prix qui sont adaptés. Et je devais calculer à la main le prix des options qu'ils avaient cochées, leur envoyer un mail avec mon numéro de compte et ils pouvaient l'envoyer. Ce qui a priori ok, hein, pour un MVP c'est très bien. Et je me rappelle, cette période était géniale. J'ai été vraiment bien soutenu par mes amis. J'arrivais à avoir 20, 30 commandes sur des Google Forms. Également ma colocataire qui m'aidait à cuisiner les repas. Tous des potes qui venaient parfois en cuisine m'aider. Donc vraiment une chouette période. Il sortait un peu de la période du noir où je travaillais pendant 6 mois avec des devs. Vraiment le dernier truc à faire, parler de votre idée, c'est le truc super important déjà juste pour vous et en plus pour avoir du feedback et du retour sur ce que vous faites. Entourez-vous bien. Il faut choisir un peu son entourage. Évidemment, si j'en avais parlé que à des gens qui, pour eux, l'entrepreneuriat c'était lunaire, ça m'aurait pas aidé non plus. Mais trouvez votre cercle d'entrepreneurs. Il y a plein d'événements. Euh, Trouvez un peu votre cercle pour lequel vous pouvez échanger ça, rencontrer d'autres gens qui font des choses similaires, etc. Bref, je suis là.
Je fais mon Google Form. Tous les lundis, je livre des repas. J'achète un vélo pour aller livrer dans la ville mes repas. Voilà, chouette période. Je commence à avoir un jour une surprise de malade. Je me réveille le matin, comme d'hab, et je regarde un peu la liste des clients pour la journée. Et là, une réaction que tout entrepreneur a vécu une fois et s'en rappelle, je pense, c'est quand tu regardes ta liste de clients et il y a un nom que tu reconnais pas. Et tu te dis, ok, c'est pas mon pote qui a commandé pour me faire plaisir là. C'est quelqu'un, il a entendu parler de ce que je faisais, il est allé sur mon site, mon Google Form, commandé son truc et payé. Il a mis de son argent pour recevoir moi ce que je faisais. Et là, je me suis dit, ok, c'est vraiment. Ok, c'est chouette là, il y a un truc. Je me rappelle, c'était une chouette réaction quoi. Cool, les semaines passent, le site se finalise enfin, on est fin 2021. Les gens peuvent enfin commander sur mygreen.be. Ça ressemble à quoi à l'époque? Maintenant, je ne sais même plus si le site existe encore. C'était un système de drag and drop où on pouvait mettre tous ses plats de la semaine, en faire 4, 5, 6, choisir une date et se faire soit livrer en click and collect, soit livrer à domicile. Donc ça c'est ça l'idée de base. En général, c'était le lundi. On a essayé d'autres créneaux, mais en général, c'était le lundi, où le lundi, on pouvait récupérer nos repas pour la semaine ou les jours qui suivent. Il y a plusieurs problèmes là. Bon, tout se passe bien, il y a des jours où il y a 50 commandes, enfin c'est vraiment la folie, je cuisine tout depuis mon appartement, c'est le bordel de la cuisine, j'achète quand même une table en inox, un frigo, pour devenir un peu plus efficient quand même, parce que ça devenait vraiment catastrophique, en plus je commençais à me dire ok il faut que je sois adapté aux normes d'hygiène, enfin au tout début c'était mode je veux voir si ça marche quoi. En parallèle de cette période-là, je suis impliqué dans des clubs étudiants d'entrepreneuriat. Je rentre dans un incubateur de start-up, l'incubateur de Louvain-la-Neuve, qui me permet de rencontrer un coach, qui me permet de rencontrer du monde. Et là, c'est vraiment la période, fin 2021, où honnêtement, j'ai adoré mon expérience entrepreneuriale. Ça, c'était vraiment le moment où là, j'étais dans le truc, j'étais très très occupé, je faisais que travailler, c'était que ma vie à ce moment-là, honnêtement. Mais c'était génial, j'apprenais plein de trucs. Je faisais que lire du matin au soir des livres d'entrepreneuriat, dont à ce moment-là où j'ai lu Lean Startup, j'allais tout le temps à des événements, j'étais fou dans le truc, j'avais une vie super super busy pendant des mois. Mais c'était génial, c'était franchement une des périodes où j'ai probablement le plus appris de ma vie, et c'est la période qui m'a hook un peu dans l'entrepreneuriat. Ok, chouette période, tout se passe bien. Est-ce que... Tout marche encore, top. C'est la période qui me hook dans l'entrepreneuriat, c'est trop bien. Mais là, il y a plusieurs problèmes qui émergent. C'est très peu scalable ce que je suis en train de faire. Donc, je suis très content quand j'ai de plus en plus de clients, mais déjà, j'ai pas la cuisine pour cuisiner plus que 50 repas. Il faut s'adapter aux normes d'hygiène, parce que cuisiner dans sa cuisine pour ses potes, ça va, mais cuisiner pour beaucoup de gens depuis sa cuisine, bon, j'ai toujours fait très attention, mais il fallait quand même un cadre légal au bout d'un moment. À un moment, il faut quand même, quand on commence à générer bon, voilà, 50 repas fois 8 euros, je vous laisse faire le calcul, ça commence quand même à chaque fois à faire du chiffre, donc il faut quand même un cadre légal. Il y a les livraisons à faire en vélo, c'était le pire truc au monde. Les livraisons étaient gratuites, ça me prenait 1 heure chaque jour à aller faire du vélo dans la ville pour aller livrer peut-être les 10 clients. C'était une petite ville, heureusement, piétonne, ça allait encore. Euh, le click and collect, ça se passait sur une petite table en plein milieu de la route. Voilà, ça ressemblait à rien au début, honnêtement. Mais c'est comme ça que ça commence. Donc, voilà, au début, ça prend un peu cette forme-là où il commence à y avoir pas mal de contraintes. Je commence à être pas mal occupé. Je suis tout seul. J'ai une très bonne amie, Mounet, que je remercie dans cet épisode, qui s'est toujours occupé des réseaux sociaux déjà. Ce qui me faisait franchement aider, qui m'aidait beaucoup. Ça me faisait vraiment économiser beaucoup de temps. Mais vraiment, grosse période où là, je me dis, waouh, ça devient trop, quoi. Ok, on arrive début 2022, la startup grandit. Là, on arrive à un point où chaque jour de commande, et il y en a un ou deux par semaine, il y a à peu près 50, 60 commandes. Donc à la fin du mois, vous pouvez faire le calcul, ça commence quand même à faire un gros truc. À ce moment-là, je découvre le concept de cuisine partagée. Cuisine partagée, c'est une cuisine qui est homologuée AFSCA. Donc AFSCA, c'est l'organisme qui s'assure des normes d'hygiène dans le monde alimentaire.
C'est des cuisines qui travaillent avec différentes startups ou petits projets et tu peux louer les cuisines par heure. Donc en gros, je louais la cuisine le lundi par exemple de 8h à midi pour aller cuisiner les repas pour les livrer le lundi midi. C'est cool, ok. Là, ça me permettait d'avoir un vrai cadre. J'avais plus mes petites casseroles comme ça. J'avais des vraies casseroles où je pouvais cuire 5 kilos de poulet d'un coup. Je pouvais cuire 5 kilos de pâtes d'un coup. Je commençais à devenir quand même un peu plus efficace. Ça commençait à devenir plus pro. Et surtout, dans ma cuisine, honnêtement, on pouvait cuisiner à deux, max. C'était petit, c'était une cuisine d'appartement. Donc là, on pouvait quand même cuisiner à 3 à 4, ce qui permettait de rendre le truc plus efficace. Donc là, début 2022, je commence à tester des petits trucs comme ça parce que ça commence à devenir... c'était ingérable. Je tiens à préciser encore que je suis étudiant à ce moment-là. Et donc franchement, ma vie entre fin 2021 et début 2023, c'était probablement les 18 mois les plus busy de ma vie. Je vais y revenir un moment. Mon état émotionnel début 2023, ça a commencé à devenir un peu dur. Donc là, je vais en venir après à des conseils entrepreneuriaux sur sa work-life balance, sur ses limites, etc. Mais là, 2022, ok, ça fait des mois que je fais que ça, je suis super occupé, je travaille 12 heures par jour. Mais a priori, ça va, je suis encore super excité, c'est trop bien. Je suis partout, je suis dans tous les sens, j'apprends plein de trucs. Je m'éclate, honnêtement. Je m'éclate. J'organise des startup games pour des compétitions, des business cases de startup où des gens doivent répondre à des problématiques startup. Je vais à tous les événements de food en Belgique. Je vais dans mon incubateur de startup. Je vois mon coach toutes les semaines. Je vais à des workshops. Je suis super impliqué dans le truc et j'adore ça, honnêtement. Donc c'est une période très occupée, mais je la regarde avec beaucoup de nostalgie et beaucoup de plaisir. Bref. À ce moment-là, je commence à faire des tests et parce que je reçois des retours de gens qui, dans un zoning de travail, donc des espaces de travail en dehors de la ville, me disent ouais, mais c'est bien ce que tu fais, mais nous aussi, on aimerait bien avoir ça au bureau, on aimerait bien avoir ça au travail. Parce que moi, j'ai pas envie d'aller dans le centre de la ville chercher mon repas. Par contre, si tu le livrais dans mon entreprise, moi j'achèterais. Ah ouais? T'achèterais? Ok. Tu manges combien le midi? Ça te coûte combien le midi? Bah, moi je vais là-bas et je prends des trucs à manger, ça me coûte 12 euros. Ah ouais, 12 euros, ok. Pourquoi? Oh, un petit sandwich. Ah ok, ok. Et toi, ça coûte combien tes repas? Euh... pareil. On livrait la bouffe pour des étudiants, donc ils étaient très sensibles au prix. On livrait honnêtement des plats entre 6 et 8 euros. Et puis le gars, il me dit, moi j'achète mon petit truc pour 12 euros. Je me dis, ok. Alors que nous, c'était des bonnes portions, dans des packaging réutilisables, livraison inclus. Là, je me dis, ok, il y a peut-être un truc à faire. Et là, il y a trois raisons qui viennent dans ma tête de pourquoi passer aux entreprises est bien plus efficace. Premièrement, les employés ont la flemme, bizarrement, de customiser leur repas, de personnaliser les ingrédients qu'ils veulent devant. Ils veulent des formules déjà préfaites parce qu'ils n'ont pas le temps. Ce qui est beaucoup plus simple en production parce que tu peux cuisiner 50 repas dans le même bol et puis les mettre dans 50 petits bols. Alors que pour les particuliers, à chaque fois, c'était un bol par client. Je vous laisse imaginer le gain de temps. Deuxième truc, les livraisons se font au même endroit parce que tous les employés travaillent dans la même entreprise, à défaut d'un particulier où chacun habite chez eux. Et troisième truc, le pricing était bien plus élevé. Donc là, je me pose. Là, je me dis, ok, il y a peut-être un truc à faire là. Il y a peut-être un truc à faire. Donc là, à ce moment-là, on tourne peut-être. Enfin, je suis encore tout seul à ce moment-là avec mon ami Mounet qui m'aide, mais rien de. Il n'y a pas vraiment de structure. Donc là, à ce moment-là, je suis en personne physique. Il commence à y avoir un cadre juridique. Je suis homologué AFSCA parce que je travaille dans la cuisine partagée. Mais a priori, je suis encore tout seul dans ma boîte. Il y a plein d'amis qui m'aident. J'ai vraiment été chanceux avec ça dans cette aventure. Mais je suis encore tout seul à tout faire, quoi. On est en avril 2024, un truc comme ça. 2022, pardon. Ok, c'est vraiment énorme parce que du coup à ce moment-là je commence à livrer les entreprises, c'était tous les mardis midi je pense, tous les particuliers le lundi, en plus je commence à faire des événements, là j'arrive vraiment dans une période mi-2022 où là je me dis ouais ça devient dur, je me rappelle des soirées où je suis tout seul chez moi et j'en peux plus quoi, je rentre il est 22h30, le lendemain à 6h je dois aller en cuisine, des trucs de fou quoi. Donc là, je commençais à me dire, ok, il faut que je trouve une solution, ça va pas. L'été arrive, il y a beaucoup de boîtes qui, les employés viennent pas l'été, les particuliers, donc
principalement des étudiants qui sont pas là l'été. Je me dis, ok, c'est l'occasion. Moi, je prends juillet, août, là, je fais rien pour ce projet. Je me repose. Honnêtement, je tiens bon jusqu'à fin juin. Je tiens bon, je kiffe plus trop là. Mai, juin 2022, je suis pas dans le kiff, je kiffe pas. Je fais les trucs machinalement, mais c'est plus que ce que je peux donner. Ça fait quasiment un an que je suis dans ce rythme intense tout le temps et honnêtement, ça devient dur à vivre. Niveau chiffres, c'est très cool, ça grandit à mon échelle d'un étudiant, mais générer plusieurs milliers d'euros par mois avec son projet, c'est très cool, c'est très satisfaisant, on gagne des prix. En fait, là, j'arrive dans une étape où je commence à réaliser que ce qui me fait kiffer à ce moment-là, c'est plus ce que je fais, c'est ce que je gagne, entre guillemets. C'est les prix. Enfin, je ne sais pas comment l'appeler, mais peut-être on peut appeler ça validation ou attention ou image. Mais ce qui me fait kiffer, c'est quand on gagne des prix, c'est quand j'ai une nouvelle vente, c'est quand on m'invite pour aller pitcher un truc dans un auditoire devant des centaines d'étudiants, on m'invite sur des podcasts, on m'invite sur des radios. C'est ces trucs-là qui me font kiffer, mais plus le cœur du projet, c'est-à-dire cuisiner des repas. Enfin, pas cuisiner, mais juste développer le projet, la partie entrepreneuriale du truc. Et là, je me dis, ok, il y a un problème, c'est pas les bonnes motivations et je le sais. Et donc là, j'arrive dans un stade où je sais que ça va plus là, ça me correspond plus. Je vis seulement pour ces moments où on m'invite sur des trucs et faire le malin sur scène. Et là, je me dis, ok, il y a un petit truc qui va pas. Ok, je prends mon été 2022. Tout le mois de juillet, honnêtement, je suis en mode, je sais même pas si je vais recommencer, je suis à bout. Et puis, bizarrement, mi-août, fin août, là, il y a naturellement le truc qui revient. Ok, vas-y, j'ai trop la dalle, je vais faire les choses mieux. Je vais faire les choses mieux. Ok, on arrive début 2020, donc septembre 2022. Là, je me dis, ok, il y a des choses à changer. Il y a des choses à changer. Je recrute. Donc là, je cherche d'abord des associés, donc des gens qui pourraient rentrer potentiellement dans le board et avoir des parts. Là, je fais de super rencontres, dont la rencontre de Léo qui est resté pendant un an, qui a apporté énormément. Donc, gros big up à lui. Et puis, plein d'autres gens sont rentrés. Juliette, Cyril, plein de gens. Nathan, par après, Julien, euh, Vitali, enfin vraiment Romain. Plein de gens qui sont passés par là dès le début. Et honnêtement, là, c'est la période aussi où je découvre une nouvelle facette du truc, où je me dis, ok, là, je suis pas tout seul, il y a des gens qui s'occupent de différentes choses dans la boîte, on a des stagiaires qui viennent. Là, ok, je commence à découvrir une nouvelle facette de l'entrepreneuriat où je suis pas tout seul. D'un côté, ça me décharge certaines choses, mais d'un côté, j'ai un nouveau stress qui vient, le stress de déléguer les choses. Donc là, jusqu'ici, j'ai toujours été en cuisine, aidé par d'autres gens, mais j'ai toujours été en cuisine. Là vont arriver les premières fois où je serai pas là pour voir les plats ou cuisiner les plats ou livrer aux clients. Il va y avoir des fois où c'est pas moi qui vais le faire et c'est important pour grandir. Donc là, j'arrive un peu dans un stade où, ok, on commence à prendre des étudiants, qu'on paye à l'heure, on commence à avoir un process qui se met en place, un staff. Donc là, c'est cool. On commence à faire des grosses commandes pour des événements, pour du catering, où on a là, parfois livré 200 repas le matin, puis après on va à un événement, on en livre 150. Des trucs, des grosses journées qui commencent à se mettre en place. On travaille avec des clients réguliers. Donc il y a ça qui se met en place. Ça devient cool, on a des meetings chaque semaine avec toute l'équipe, les 7 personnes, enfin super excitant, truc de fou, mais encore une fois là, ok j'étais déchargé certaines pages, mais là en plus j'étais encore un peu plus stressé, parce que il n'y avait pas que mes attentes, il y avait les attentes de l'équipe aussi. Et donc j'arrivais dans un stade où, ok, l'équipe compte sur moi, l'équipe compte sur le projet, en plus bah, j'avais un peu un stress, c'est de perdre la motivation des gens de l'équipe. Et du coup, quand ça allait pas, il fallait toujours que, même moi, si j'allais pas, je montrais, ok, non, mais ça va les gars, on va faire ça, ça, ça. Et donc, j'étais toujours dans le truc de push, push, push tout le temps, et push tout le temps en 18 mois quasiment non-stop. J'arrivais à un stade où, fin 2022, c'était un peu le prime, si je peux me permettre. Un peu malade. Le prime de My Green fin 2022, c'est le moment où ça tournait le mieux. C'est le moment où il y avait des milliers de repas. On était 7 dans l'équipe. J'étais tout le temps invité à plein de trucs. Aller pitcher dans des unifs, aller pitcher à la radio, m'inviter sur des podcasts.
c'était le moment où voilà, je sortais vraiment enfin, ça commençait à devenir un truc solide, quoi. Mais le mental était vraiment pas là. J'étais constamment stressé, je dormais pas beaucoup. En fait, j'étais pas heureux de mon projet, honnêtement. Et avec du recul, un truc, j'ai un peu du regret à cette période de ma vie, c'est que j'ai pas assez profité. Et c'est un truc aussi qui est important dans l'entrepreneuriat, je pense, c'est de profiter de ce qu'on fait. Et en fait, j'étais toujours dans le truc des attentes des gens, de OK, next step, on va faire ça pour grandir. OK, next step, next step, next step. Et je profitais jamais de vraiment ce qui se passe. Et parfois, je vois des photos de trucs et je me dis OK, là, je suis dans un auditoire devant, je sais pas combien, 500 personnes. Je suis en train de parler de mon projet que j'ai créé from scratch. Il y a des gens qui viennent me parler après. Et je me rappelle que je profitais même pas à l'époque. Ma tête était ailleurs. Et c'est des trucs où je me dis, ok, mais en fait, j'ai pas assez kiffé. Il y a eu un startup game où quasiment une centaine d'étudiants ont travaillé pour trouver des solutions pour MyGreen. Et je me rappelle cette journée-là, je sais pas, j'ai pas assez kiffé. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai un peu des regrets de toujours être partout en même temps et de toujours penser à quoi faire next, toujours être dans l'opérationnel du truc, que j'ai pas assez pris du recul parfois pour profiter de l'expérience en elle-même. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Donc là, l'équipe, on est 7, le truc est grand. On arrive aussi à un stade où on a le B2C, donc pour les particuliers, on a le livraison d'employés le midi et le service traiteur. Ça fait trop, il faut cut un truc. Ce qu'on arrête, c'est les particuliers. Ok, début 2023, ça dégage. On l'a fait fin 2022. Ce qui est quand même assez triste comme truc parce que bah, c'est le truc qui nous a fait connaître. Il y avait quand même des centaines de clients par mois. Et c'était le truc chouette, quoi, aussi, où bah, tu te balades dans la ville, ah, tiens, c'est toi le mec des salades, etc. Enfin, et les gens, ah, mais c'est fini pour les particuliers et tout. Ouais, c'est fini, malheureusement. Les trucs, tu dois expliquer. Donc, c'était une petite période un peu où, voilà, où il fallait dire aux gens, ouais, c'est fini, etc. Mais le B2B cartonnait, donc c'était cool. Euh, donc là, on est janvier, février 2023. Honnêtement, avec du recul, j'ai plus de mal à le dire. Je savais plus. C'était trop dur. J'en pouvais plus, honnêtement. C'était trop. C'était trop. J'ai mal géré. Après, c'est normal, ça fait partie de l'expérience. Mais j'en pouvais plus. Donc, j'ai eu la décision à ce moment-là où j'étais en première année de mon master. Et donc, je devais un peu décider. Mon master m'obligeait à partir à l'étranger. Euh, et donc, je devais un peu décider si je voulais un peu postpone le master ou le faire plus tard ou l'arrêter et me focus sur la startup ou euh, soit arrêter la startup, soit déléguer à fond la startup et voir ce que ça donne en allant à l'étranger. Honnêtement, même si mon master ne m'avait pas forcé à aller à l'étranger, je pense que mentalement c'était déjà devenu très dur. Juste pour donner un ordre d'idée, au-delà du stress et des high and low de l'entrepreneuriat, du truc, des attentes de l'équipe, etc. Enfin, les journées étaient vraiment interminables. J'allais à des événements de réseautage 2-3 fois par semaine, donc qui durait jusqu'à tard le soir, jusqu'à minuit. Les repas, fallait cuisiner 2 fois par semaine en moyenne, donc c'était des grosses matinées, on se réveillait à 6 h jusqu'à la livraison finie jusqu'à 14 h. Enfin, c'était quand même une période vraiment chargée. En plus, j'étais encore étudiant, j'étais encore impliqué dans des clubs, j'étais encore dans mon incubateur de start-up. Enfin, c'est un peu la folie à ce moment-là. Voilà. Donc là, je me dis, ok, une discussion à ce moment-là avec Philippe Corbizier qui avait lancé un truc similaire à l'époque en 2016, je pense. Et voilà, on explore la piste de déléguer tout ça. Là, je me dis, ok, je vais partir, je vais faire mes expériences à l'étranger, donc c'est simplement des Erasmus, des stages à l'étranger. J'ai un peu le sentiment de si je m'en vais, le projet va pas continuer ou va pas fonctionner, mais je me dis ok, dans tous les cas, moi j'ai envie de partir là, voilà, au pire je reviendrai dans un an et je redémarrerai le truc, mais voilà. Donc je pars en Côte d'Ivoire à Abidjan lancer une autre startup. C'était mon stage de master de lancer une startup, une marketplace de produits faits maison qui a pas marché, mais c'était sympa à faire. Et bref, avant de partir, deux de mes enfin, principalement un qui était très impliqué, donc j'ai parlé juste avant, Léo. Il y a Julien et Nathan qui rentrent dedans. La startup continue pendant des mois. Il y a des clients, ça baisse quand même.
mais ça continue quand même pendant des mois. Puis il y a cette phase où je suis à distance et je commence un peu à me détacher du projet, je commence un peu à me reconstruire aussi mentalement où ça devenait vraiment trop. Donc il y a un peu cette phase de détachement, c'est pas que j'abandonne, mais je me dis ok, bah en fait j'ai aussi envie que les gens que j'ai laissés prennent responsabilité du projet et deviennent vraiment le projet eux-mêmes, qu'ils ont plus besoin de moi, même si j'avais un peu la... Dès que je suis parti, j'avais un peu cette petite pensée de me dire ok, je suis pas sûr que ça va marcher, c'est possible, mais à voir, de toute façon j'ai rien à perdre. Ah, j'ai rien à perdre. À l'époque, j'avais eu des propositions de rachat de la startup. J'aurais pu ou dû les prendre, je sais pas à ce moment-là. Mais en tout cas, la startup a continué encore pendant 6 mois après que je sois parti. Euh, on faisait des meetings chaque semaine. Il y a des choses qui se sont faites, mais voilà, la motivation des équipes a un peu diminué. Les commandes ont un peu diminué. Les trucs qu'ils essayaient n'ont pas marché. Du coup, ça a baissé encore la motivation. Voilà, jusqu'à un stade où je crois qu'on a eu un appel fin 2023 où là ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas continuer. Moi j'étais en plein milieu de l'Australie, j'étais bon ok, c'est fini. Mais voilà, j'ai eu des mois pour me préparer mentalement parce que si on m'avait dit en mars ok c'est fini, en fait j'aurais pas pu me préparer je pense. Ça aurait été trop dur de me dire ok j'ai travaillé 3 ans sur un projet et là il s'arrête. Alors qu'il faut pas le voir comme ça, on a appris plein de trucs. C'est là où j'aime bien faire des comparaisons entre les relations de couple et l'entrepreneuriat. Si après 3 ans à travailler sur MyGreen, on m'aurait juste dit ok MyGreen c'est fini, je l'aurais vraiment vécu un peu comme, comme un chagrin d'amour douloureux où je me serais dit ok merde j'ai travaillé sur un truc pendant 3 ans et c'est fini et ça y est maintenant il n'y a plus rien, trop de nostalgie etc. Alors qu'après avec du recul tu le vois un peu plus comme un truc ok c'était une expérience chouette, ça m'a appris plein de trucs, ok ça a pas mené aux expectations que j'avais 2 ans avant mais voilà, ça m'emmène vers un autre train de vie maintenant, ça m'emmène vers d'autres projets, j'ai appris plein de trucs, je réinvestis tout ça en moi. Euh, donc voilà, ces 6 mois-là en tout cas, j'ai pu un peu commencer à me détacher un peu, genre limite émotionnellement du projet parce que je trouve ça... La première startup, elle était vraiment pleine d'émotions, pleine d'attentes, pleine de pression que je me mettais sur moi-même, plein de trucs comme ça. Euh, donc voilà, quand en décembre ils me disent qu'ils veulent pas continuer, je m'y attendais un peu, je commençais à le voir. J'étais ok avec l'idée. J'ai eu une petite période un peu quand même, merde, putain, c'est vraiment fini. Mais puis voilà, j'ai réinjecté un peu toute cette nouvelle énergie dans d'autres projets, dont la startup là en Côte d'Ivoire là. J'ai lancé un système de location de montres à Sydney quand j'étais là-bas. Le podcast où je continue à faire des épisodes réguliers. J'ai fait plusieurs épisodes avec des Français à Sydney, des entrepreneurs. Euh, voilà, puis j'ai continué à bien voyager, continué à travailler sur mes projets sur le côté, jusqu'à arriver à aujourd'hui avec VoxNow, avec le podcast, avec le freelancing de tech, d'automatisation. Je fais toujours plein de trucs, j'apprends plein de trucs, j'ai mon réseau, j'essaye de partager ça. Donc voilà, c'est un peu le... Je me sens toujours au début du parcours entrepreneurial, pour être honnête. Ça fait que 4 5 ans que j'entreprends, mais cette aventure avec MyGreen m'a appris plein de trucs. Genre, pour rien au monde, je l'enlèverais. Honnêtement, pour rien au monde, j'enlèverais cette expérience-là. C'était tellement intense comme expérience que c'était vraiment dur de me détacher émotionnellement de ce qui se passait. Moi, j'ai vraiment eu ce truc où mon projet était fusionné avec mon identité. Si MyGreen n'allait pas, j'allais pas bien. Si MyGreen allait bien, j'allais trop bien. Et c'était vraiment malsain. J'étais dépendant de l'état de ce projet. J'en ai parlé, je crois, dans l'épisode 12 avec Antoine Percy, qui lui aussi était entrepreneur en même temps que moi. Il a eu un peu la même situation où quand il a décidé d'arrêter sa startup, il est tombé en larmes, il a arrêté. Et lui aussi était très, je me rappelle, tout le monde lui demandait comment allait sa startup, etc. Très lié à son projet, très fusionné. Donc, euh, donc voilà, chouette histoire avec MyGreen. Si je devais donner un peu... j'essaie un peu de m'interviewer moi-même. Qu'est-ce que j'aurais demandé à quelqu'un s'il était face à moi? Je pense que je lui aurais demandé des plus grands apprentissages là-dedans. Moi, ça a été du coup cette idée de tester les choses avant de se lancer direct dans un site et faire des trucs de ouf. Tester son marché. Moi, j'aurais pu me rendre compte très vite que les informations nutritionnelles, tout le monde en avait rien à faire, que les livraisons, bah, personne s'en fout. Enfin, les gens sont pas trop intéressés, ça allait me faire perdre plus de temps qu'autre chose. Euh,
La livraison d'entreprise était beaucoup plus intéressante que la livraison de particulier. Il y avait beaucoup plus de marché pour ça. J'aurais pu me rendre compte de plein de petits trucs. Le zéro déchet, des trucs comme ça. J'aurais pu me rendre compte de plein de petits trucs qui m'ont pris quasiment un an à m'en rendre compte, car déjà j'ai pris 6 mois à développer un site web. Donc j'aurais pu m'en rendre compte en quelques mois au lieu de un an. Donc voilà, ça c'est pour cette partie au début là. La partie émotionnelle d'une startup, je crois qu'elle est un peu sous-estimée par les gens qui n'ont pas encore entrepris. C'est important de sortir la tête de l'eau parfois, sortir la tête du guidon, regarder ce qui se passe. Prendre du temps pour soi. Honnêtement, te lever le matin et direct dans le rush, plein de trucs à faire. Prévoir du moment pour se concentrer sur ce que tu aimes bien faire, ce que tu n'aimes pas faire, ce que tu as envie de changer, ce qui te correspond, ce qui ne te correspond pas dans ton projet. Parce que c'est un peu l'avantage aussi que je vois d'être start-upper, d'être entrepreneur, c'est que tu peux choisir ce que tu fais dans une journée. Évidemment, il y a des trucs chiants à faire, et il y aura toujours des trucs chiants à faire, mais tu peux optimiser les choses que tu aimes bien faire. Tu peux choisir un projet qui te correspond. Et donc c'est important ces moments d'introspection dans sa startup vis-à-vis de son projet, de se dire ok, moi en fait, qu'est-ce qui me remplit, qu'est-ce que j'aime dans cette startup, pourquoi je fais ça. Et ces questions-là, moi je les avais complètement mis à la poubelle, j'étais dans l'opérationnel du truc, ok, il n'y a pas à réfléchir, il y a juste A, B, C, D à faire, et c'est tout, après je vais dormir. J'avais ma to-do et c'est tout, ça allait pas plus loin. Donc voilà, faire attention à ça. Euh, pour le management d'équipe, moi, je valorise énormément la responsabilité des gens dans l'équipe. Il faut vraiment qu'ils se sentent impliqués dans le truc. Euh, Ce que j'ai mal fait parfois, je pense, j'étais un peu têtu sur ma vision des choses. Ce qui est un avantage et un désavantage, parce que ça m'apporte beaucoup de discipline, de persévérance dans mon projet. Mais dans une optique où tu travailles avec une équipe, c'est important de savoir changer sa vision et l'adapter à la vision des autres pour une vision meilleure. Euh, Comprendre aussi pourquoi les gens font les choses d'une certaine façon et discuter avec objectivité après coup, pas jamais discuter sur le coup de l'émotion, si la personne est énervée sur un truc ou toi-même t'es énervé, juste, ok, on en discute après, des trucs comme ça. Mais voilà, ça c'est des trucs, je pense, c'est cliché à dire, mais il faut le vivre aussi pour vraiment s'améliorer là-dedans. Mais au point de vue personnel vis-à-vis aussi de sa work-life balance, une startup, on peut toujours mieux faire, on peut toujours améliorer plein de trucs. Du coup, faut vraiment se mettre des limites. C'est pas forcément des limites en termes de temps, ça peut être des limites juste, ok, là je vois que ça devient trop. Voilà, j'arrête, je fais ça. Évidemment, on peut pas arrêter comme on veut. Parfois, il y a des clients qui nous attendent, des trucs comme ça. Mais ok, là il y a un problème. J'étais trop stressé pour ça. Ok, je vais faire en sorte que ça n'arrive plus. Et donc, prendre du recul, un peu regarder la situation, le big picture, pour savoir un peu qu'est-ce que je peux optimiser pour que ça n'arrive pas. Donc voilà, les chouettes aventures avec MyGreen. Ça a juste mené à plein de nouvelles idées, plein de nouvelles aventures. Tous les gens que j'ai rencontrés sur la route sont soit des gens avec qui je travaille encore maintenant, soit de bons amis, soit enfin, je regrette vraiment rien. Du coup, voilà. Si je peux te donner qu'un seul mot si tu as envie de te lancer, c'est de le faire, de vivre ces choses-là. Tu vas avoir des hontes de fou, mais. Parce que là, j'ai juste résumé 4 ans de ma vie en 48 minutes d'épisode. Tu vas avoir des hontes de malade, des trucs où. Je me rappelle un jour, on est arrivé en retard à livrer les. Si Monet ou Léa écoute ça, on est arrivé en retard avec tous les plats dans nos sacs pour les clients. C'était à l'arrache, la table, on n'arrivait pas à la mettre. Tout le monde nous attendait, il y avait 10 personnes autour. Je me suis trompé dans les plats, j'ai donné le mauvais plat à une cliente. Euh, Puis je me suis rendu compte que je lui ai donné le mauvais plat, donc je suis allé le courir après. Non, c'est pas ton plat, truc. Puis je reçois un message comme quoi il y avait un cheveu dans les salades. Ça arrivait qu'une seule fois, mais ça me met trop mal. Euh, Enfin, des jours juste catastrophiques où tu rentres chez toi et tu te dis putain, c'est terrible ce qui se passe, c'est terrible. Ou des jours où bah, tu sais pas pourquoi, t'es passé de 60 commandes à 12 et tu te dis mais quoi, mais qu'est-ce qui se passe. Euh, donc voilà, il y a énormément de situations. Mais ça fait partie du jeu et ça nous forge, ça nous rend plus forts. J'appréhende plus les situations comme ça où je lance un projet maintenant
Je sais juste que ça arrive. Évidemment, ça me fait toujours un effet si le truc que tu as construit, le truc que tu as fait, bah, on te dit c'est de la merde, mais 100 fois moins qu'à l'époque, où à l'époque, bah, je le prenais personnellement, quoi. Là, le gros travail que j'ai su faire, c'est ok, il y a Sacha et il y a les projets de Sacha. À l'époque, déjà, il n'y avait qu'un seul projet, donc enfin, c'était vraiment ensemble. Et moi, ça m'affectait beaucoup trop. Donc là, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus mon identité personnelle que le fondateur de MyGreen. Et à l'époque, enfin, les gens ne m'aidaient pas non plus, c'est normal, mais peut-être les gens qui me saluaient dans la rue, 80% me connaissaient peut-être grâce à MyGreen, parce que enfin, littéralement, il y avait des flyers partout dans la ville, il y avait des pubs qui tournaient non-stop, je passais dans les auditoires à dire ok, commandez vos plats, enfin, c'est normal. Mais du coup, toute ma journée tournait autour de MyGreen, où dès qu'on me croisait, ah, comment va MyGreen, etc. Donc, c'était même plus comment va Sacha, c'était comment va MyGreen, et donc ma vie, c'était MyGreen, quoi. Et donc, je me sentais mal si je disais que MyGreen allait pas bien, et je me sentais bien si je disais que MyGreen allait bien. Enfin, bref. Du coup, voilà, maintenant je suis Sacha. Les gens savent, je suis entrepreneur, mais j'ai plus le truc de ah, ok, c'est le mec de ça ou c'est le mec de ça. Je suis moins associé au truc et même moi, vis-à-vis de moi-même, je me sens beaucoup plus détaché de mes projets, même si quand on se donne à fond dans un truc, on est quand même attaché, quoi. Voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, sur Instagram, sur n'importe quoi pour discuter, si vous avez des questions, n'importe quoi. Il y a je fais une petite note là-dessus, mais il y a plein d'acteurs, notamment en Belgique, en Wallonie, à Louvain-la-Neuve, pour nous aider à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je vais citer par exemple le Mind Market. Le Mind Market, c'est des événements partout en Belgique, dont le plus gros événement est à Louvain-la-Neuve en avril. Vous pouvez rencontrer plein d'autres entrepreneurs. Chacun, si vous avez un projet, vous pouvez avoir un stand. C'est vraiment un grand salon, un grand forum. Vous pouvez pitcher, il y a des prix. Enfin, c'est génial, une super journée entrepreneuriale. Il y a également l'Open Hub à Louvain, qui permet aux étudiants entrepreneurs de prototyper leurs idées. Donc, si vous avez un projet, vous avez besoin d'un prototype, créez quelque chose pratique, il y a des Fab Labs qui sont mis à disposition, des laboratoires qui permettent de créer des choses comme ça, mais il y a plein d'autres acteurs dans l'écosystème, notamment belges. Je pense au How I Met My Co-Founders de David, épisode 15 ou 14, je ne sais plus. Ou non, ouais, 14, je pense. Il y a plein de clubs, des séries de business, il y a plein de trucs. Donc, vraiment, il faut aller checker tout ça pour être bien entouré et échanger ses valeurs et simplement détraumatiser l'entrepreneuriat et se dire qu'en fait, il y a plein d'autres gens qui le font. On peut rentrer dans un mood. Voilà. Ce que je n'ai pas fait quand j'avais 18 ans. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu ou vous avez un pote qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, partagez-lui cet épisode ou partagez-lui ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Mind My Business _podcast ou sur TikTok aussi, je sais pas c'est quoi le truc, Mind My Business Podcast je suppose. Il y a le site web mindmybusinesspodcast.com. Voilà, vous pouvez nous trouver un peu partout. Je dis nous, je dis moi et les invités disons, mais je suis tout seul dans ce podcast. Mais voilà. Une excellente journée, matinée et soirée à vous. Merci pour votre écoute. C'était Sacha.